Mon père, l'empereur Padishah, me prit un jour par la main et je sentis, grâce à ce que ma mère m'avait enseigné, qu'il était troublé. Il me conduisit à l'extrémité de la salle des portraits, jusqu'au simulgo du duc Leto Atréide. Je notai la ressemblance frappante qui existait entre mon père et l'homme du portrait. Tous deux avaient le même visage fin, racé, les mêmes traits acérés, le même regard froid. Princesse, ma fille, dit mon père, j'aurais aimé que tu sois plus âgée lorsqu'est venu pour cet homme le moment de se choisir une femme. Mon père avait 71 ans, alors qu'il ne paraissait pas plus vieux que l'homme du portrait. Je n'avais que 14 ans, mais je me souviens d'avoir compris en cet instant que mon père avait souhaité en secret que le duc fût son fils, et qu'il haïssait les nécessités politiques qui faisaient d'eux des ennemis. Extrait de Dans la maison de mon père, par la princesse Irulan. Le docteur fut bouleversé par sa première rencontre avec ceux qu'on lui avait ordonné de trahir. Il se vantait d'être un scientifique pour qui les légendes ne représentaient qu'autant d'indices intéressants sur les racines d'une culture, et pourtant, le garçon correspondait si exactement à l'ancienne prophétie. Il avait les yeux quêteurs et l'attitude de réserve candide. Certes, la prophétie ne précisait pas si la déesse mère devait arriver en compagnie du Messie ou si elle l'introduirait sur la scène quand le temps serait venu. La relation pourtant n'en était pas moins étrange entre ces gens et les prédictions. La rencontre eut lieu dans la matinée, près du bâtiment administratif du terrain de débarquement. Un ornithoptère sans marque distinctive était posé à l'écart. Il bourdonnait doucement, comme un gros insecte somnolent. Un garde Atréide était posté devant, l'épée au clair, et, tout autour de lui, l'air vibrait de la présence invisible du bouclier. Keynes eut un sourire furtif et songea « Là, Arrakis leur réserve des surprises. » Il leva la main et ses gardes Fremen s'immobilisèrent derrière lui. Il continua seul d'avancer vers l'entrée de l'immeuble, trou noir dans le rocher revêtu de plastique. Cette construction monolithique était bien vulnérable, pensait-il, et bien moins sûre qu'une caverne. Son attention fut alors attirée par un mouvement et il s'arrêta pour ajuster sa robe et la fixation de l'épaule gauche de son distil. Les portes s'ouvrirent et des gardes Atréides en surgirent, lourdement armés, épées, boucliers, tétaniseurs à charge lente. Un homme de haute taille venait derrière. Sa peau et sa chevelure étaient sombres, et ses traits étaient ceux d'un oiseau de proie. Il portait une cape djouba, ornée de l'emblème des Atréides sur la poitrine, et ses mouvements révélaient qu'il n'était pas accoutumé à ce vêtement. Il lui manquait une certaine souplesse, un certain rythme. Sur le côté, la cape adhérait aux jambes de son distil. À ses côtés s'avançait un jeune garçon à la chevelure également sombre, mais aux traits plus ronds. Keynes savait qu'il avait 15 ans, et il lui semblait un peu petit pour son âge. Mais son jeune corps donnait pourtant une impression d'assurance, de commandement, comme s'il avait le pouvoir de discerner, de connaître des choses qui, tout autour de lui, demeuraient invisibles aux autres. Il portait la même cape que son père, avec cependant une désinvolture pleine d'aisance, qui donnait à penser que c'était là l'effet d'une longue habitude. Le Mahdi aura connaissance de choses que d'autres ne sauraient voir, disait la prophétie. Keynes secoua la tête et pensa « Ce ne sont que des hommes ». Il y avait quelqu'un d'autre, avec le père et le fils. Keynes le reconnut, Gurney Halleck. Il était lui aussi vêtu pour le désert. Keynes dut respirer profondément pour chasser le ressentiment qu'il éprouvait à l'égard de celui qui l'avait entretenu du comportement qu'il devait avoir en face du duc et de son héritier. « Vous pouvez appeler le duc Monseigneur ou Sire. Noble né est également correct, mais réservé en général pour des circonstances plus strictes. Il convient de dire jeune maître ou monseigneur au fils.
Le duc est un homme de grande clémence, mais peu enclin à la familiarité. » Et tandis que le groupe continuait d'approcher, Keynes se dit « Ils apprendront bien assez tôt qui est le véritable maître d'Arrakis. Ordonneront-ils que je sois questionné pendant une moitié de la nuit par le mantard? Vraiment? Espèrent-ils que je les guide pour une inspection de gisement d'épices? Vraiment? » Ce qu'impliquaient les questions d'Awat n'avait pas échappé à Keynes. Il voulait les bases impériales, et il était évident qu'il tenait leurs renseignements d'Idaho. « J'ordonnerai à Stilgar d'envoyer la tête d'Idaho à son duc, » se dit-il. Il n'était plus qu'à quelques pas de lui, maintenant, leurs bottes craquant dans le sable. Keynes s'inclina. « Monseigneur duc ?» Leto, tout en approchant, n'avait pas cessé d'étudier la silhouette solitaire qui les attendait auprès de l'ornithoptère. Haute, mince, prise dans la tenue du désert. Robe, disent-ils, bottes basses. L'homme avait rejeté en arrière le capuchon de la cape, et le voile pendait sur un côté de son visage, révélant une longue chevelure couleur de sable, une barbe clairsemée. Ses yeux, sous les sourcils épais, étaient ceux insondables des Fremen, bleus dans le bleu. Des traces sombres marquaient encore ses orbites. « Vous êtes l'écologiste, » dit le duc. « Ici nous préférons l'ancien terme, monseigneur, planétologiste. »« Comme vous le voudrez. » Le duc regarda son fils. « Paul, voici l'arbitre du changement, celui qui tranche les disputes, l'homme qui a été placé ici pour veiller à ce que soient respectées les formes en vertu de notre pouvoir sur ce fief. » Il se tourna vers Keynes. « Voici mon fils. »« Êtes-vous Fremen ?» demanda Paul. Keynes sourit. « Je suis admis au Sitch et au village, jeune maître. Mais je suis au service de Sa Majesté, je suis le planétologiste impérial. » Paul hocha la tête, impressionné par l'apparence de puissance de cet homme. Alec le lui avait montré depuis l'une des plus hautes fenêtres du bâtiment. « Cet homme là-bas, avec l'escorte Fremen, celui qui marche vers l'ornithoptère maintenant. » Et Paul, brièvement, avait examiné Keynes à la jumelle, notant la bouche mince et droite, le front haut. Alec lui avait soufflé à l'oreille. « Bizarre bonhomme. Lorsqu'il parle, ses mots sont comme coupés au rasoir. Tout est net. Ses paroles n'ont pas de frange. » Et le duc, derrière eux, avait ajouté « le genre scientifique. » Et maintenant, à quelques pas de Keynes, Paul percevait sa puissance, l'impact de sa personnalité. C'était comme si l'homme était de sang royal, né pour commander. « Je crois que nous vous devons des remerciements pour nos distilles et nos capes, » dit le duc. « J'espère qu'ils vous conviennent, monseigneur, » repartit Keynes. « Ils sont de fabrication Fremen, et ils devraient correspondre aux mesures qui m'ont été données par votre homme, Alec, ici présent. J'ai été ennuyé d'apprendre que vous ne pouviez nous accompagner dans le désert sans que nous soyons ainsi vêtus. Nous pouvons emporter beaucoup d'eau. Nous n'avons pas l'intention de nous absenter longtemps, et de plus, nous disposerons d'une couverture aérienne, l'escorte que vous pouvez apercevoir au-dessus de nous. Il est peu probable que nous soyons contraints de nous poser. » Keynes le regarda. Il voyait toute la graisse, pleine d'eau, qui enveloppait cet homme. Il parla d'une voix froide. « On ne parle jamais de probabilités sur Arrakis. On ne parle que de possibilités. » Alec se raidit. « On dit monseigneur ou sire au duc. » Mais Leto lui adressa le signe privé qui lui intimait l'ordre d'abandonner, et il dit « Nous sommes 9 ici, Gurney. Nous devons faire des concessions. »« Comme vous voulez, sire. »« Nous sommes vos obligés, docteur Keynes. Nous n'oublierons pas ces vêtements et le souci de notre bien-être dont vous avez témoigné. » Impulsivement, Paul cita la Bible catholique orange. « Tout cadeau est la bénédiction de celui qui donne. » Les mots parurent résonner très fort et très longtemps dans l'air immobile. Les Fremen que Keynes avait laissés dans l'ombre du bâtiment s'éveillèrent et surgirent alors avec des murmures excités.
L'un d'eux cria clairement « Lisan al-Gaïb !» Keynes se retourna et fit un geste impératif pour les repousser. Ils reculèrent en continuant de murmurer entre eux et regagnèrent l'ombre du bâtiment. « Très intéressant, » dit le duc. Le regard de Keynes était dur. Il alla du père au fils. « La plupart des gens du désert sont superstitieux. Ne leur prêtez pas attention. Ils ne vous veulent aucun mal. » Mais dans le même instant, les mots de la légende lui revenaient. « Ils t'accueilleront avec les mots saints et tes cadeaux seront une bénédiction. » Et soudain, une définition de Keynes se cristallisa dans l'esprit de Leto. Une définition en partie fondée sur le bref rapport verbal d'Awat. L'homme est sur ses gardes et méfiant. Keynes était un Fremen. Il était venu à eux avec une escorte de Fremen, ce qui pouvait signifier aussi, plus simplement, que ceux-ci vérifiaient leur droit récent de pénétrer librement dans les zones urbaines. Mais cette escorte semblait plutôt quelque garde d'honneur, et Keynes, par ses façons, était un homme fier, habitué à la liberté, dont le langage et l'attitude n'étaient limités que par sa méfiance. La question de Paul avait été pertinente et directe. Keynes était devenu un indigène. « Ne devrions-nous pas partir maintenant, sire ?» demanda Alec. Le duc acquiesça. « Je piloterai mon propre ornie. Keynes peut s'asseoir devant moi pour me guider. Toi et Paul, vous prendrez place sur les sièges arrière. »« Un moment, je vous prie, » intervint Keynes. « Avec votre permission, sire, je vais vérifier vos tenues. » Le duc s'apprêta à répondre, mais Keynes insista. « Je me soucie de ma propre chair autant que de la vôtre, monseigneur. Je sais quelle gorge serait tranchée si jamais il vous advenait quelque mal tandis que vous m'êtes confié. » Le duc fronça les sourcils, et il songea « Quel moment délicat. Si je refuse, cela peut l'offenser. Et cet homme peut représenter pour moi une inestimable valeur. Pourtant le laisser ainsi pénétrer mon bouclier, porter la main sur ma personne alors que je sais si peu de choses à son propos. » Les pensées couraient dans son esprit, pressé par la décision à prendre. « Nous sommes entre vos mains, dit-il enfin. Il s'avança, ouvrit sa robe, et vit Alec qui se raidissait tout entier, immobile, mais prêt. « Et si vous aviez la bonté de nous expliquer ce que sont ces vêtements, vous qui vivez avec eux ?»« Certainement, dit Keynes. Il tendit la main sous la robe et vérifia les fixations d'épaules tout en parlant. « À la base, c'est un micro-sandwich, un filtre à haute efficacité doublé d'un système d'échange de chaleur. » Il rajusta les fixations de l'épaule. « La couche au contact de la peau est poreuse, perméable à la transpiration qui rafraîchit le corps. C'est le processus normal, ou presque, de l'évaporation. Les deux autres couches, il resserra la partie pectorale, comprennent des filaments d'échange calorique et des précipitateurs de sel. Le sel est récupéré. » Le duc souleva docilement les bras. « Très intéressant. »« Respirez à fond, » dit Keynes. Le duc obéit. Le planétologiste se pencha sur les fixations d'aisselle et rajusta l'une d'elles. « Les mouvements du corps, et surtout la respiration, reprit-il, ainsi qu'un certain effet osmotique, suffisent à fournir l'énergie nécessaire au pompage. » Il libéra quelque peu la partie pectorale. « L'eau recyclée circule et aboutit dans les poches de récupération d'où vous aspirez grâce à ce tube fixé près de votre cou. » Le duc tourna le menton afin de voir l'extrémité du tube. « Efficace et simple, dit-il. Bonne fabrication. » Keynes s'agenouilla pour examiner les fixations des jambes. L'urine et les matières fécales sont traitées dans le revêtement des cuisses. Il se releva, tendit la main vers la fixation du cou et souleva une pièce. Dans le désert, vous porterez ce filtre sur le visage, et ce tube viendra dans vos narines, fixé par des pinces. Vous respirerez par la bouche, au travers du filtre, et vous rejetterez l'air par le nez dans le tube. Avec une tenue Fremen en bon état, vous ne devriez pas perdre plus d'un dé à coudre d'humidité par jour, même si vous venez à vous perdre dans le grand tergue. « Un dé à coudre par jour, » répéta le duc. Keynes appuya un doigt sur la partie du vêtement qui couvrait le front. « Il se peut que le frottement vous irrite ici. Dites-le moi, je pourrai resserrer la pièce. »« Je vous remercie, dit le duc.
Et comme Keynes reculait, il bougea les épaules et prit conscience d'une nouvelle aisance. Le vêtement était plus ajusté et l'irritait moins. Keynes se tourna vers Paul. « Maintenant, voyons pour vous, mon garçon. Un homme de valeur, songea le duc. Mais il faudra bien qu'il apprenne à nous donner nos titres. » Paul demeura impassible, tandis que Keynes examinait sa tenue. Il avait éprouvé une sensation bizarre en endossant ce vêtement brillant qui craquait au contact. Sa conscience lui disait avec certitude que jamais il n'avait porté de distil. Pourtant, tandis qu'il s'habillait avec l'assistance maladroite de Gurney, chacun de ses gestes, pour fixer les pièces, avait été comme naturel, instinctif. Lorsqu'il avait serré la partie pectorale, par exemple, pour assurer une efficacité maximale de sa respiration, il avait su parfaitement ce qu'il faisait et pour quelle raison. De même en resserrant les pièces du cou et du front afin d'éviter la friction. Keynes se redressa et fit un pas de recul avec une expression perplexe. « Vous avez déjà porté un distil ?» demanda-t-il. « C'est la première fois. »« Alors, quelqu'un l'a ajusté pour vous ?»« Non. »« Vos bottes de désert peuvent jouer librement aux chevilles. Qui vous a appris cela ? Cela m'a semblé la meilleure façon de les porter. » « C'est certainement la meilleure façon. » Keynes se frotta le menton. Il pensait de nouveau à la légende. Il connaîtra nos usages comme s'il était né avec eux. « Nous perdons du temps, » dit le duc. Il fit un geste en direction de l'ornie et se mit en marche, répondant d'une brève inclinaison de tête au salut du garde. Il monta à bord, boucla ses courroies de sécurité et vérifia les commandes et les contrôles. L'appareil grinça comme les autres montés à bord à leur tour. Keynes ajusta les courroies. Toute son attention était concentrée sur le luxe confortable de l'intérieur. Tissu gris-vert et doux, instrument brillant, sensation rafraîchissante de l'air filtré au moment où les portes se refermaient, où les ventilateurs se mettaient en marche. Tant de douceur, songea-t-il. « Tout est paré, sire, » lança Halleck. L'étau déclencha le flux d'énergie. Il le sentit gagner les ailes qui plongèrent, se relevèrent, une fois, deux fois. En 10 mètres de course, ils eurent gagné les airs. Les ailes frémissaient légèrement et les fusées arrière les poussaient en altitude avec un sifflement ténu, selon une pente rapide. « Au sud-est, par-delà le bouclier, » dit Keynes. « C'est là que j'ai dit à votre maître de sable de rassembler le matériel. »« D'accord. » Ils firent route au sud-est sans quitter la couverture aérienne des autres ornies qui s'étaient immédiatement mis en formation de protection. « La conception et la fabrication de ces distils, » dit le duc, « révèlent un haut degré de sophistication. Un jour prochain, je vous ferai visiter une usine du Sich, dit Keynes. Cela m'intéresserait, mais je crois savoir que ces vêtements sont aussi bien fabriqués dans certaines villes de garnison. Ce ne sont que de mauvaises copies. Sur Dune, tout homme qui désire protéger sa peau porte un vêtement Fremen. Et il ne perd jamais plus d'un dé à coudre d'eau par jour. Avec une tenue bien ajustée, soigneusement serrée au front, toutes les fixations assurées, votre dépense d'eau se fait uniquement par les paumes. Vous pouvez porter des gants lorsque vous ne faites pas de travaux délicats, mais dans le désert, la plupart des Fremen préfèrent se frotter les mains avec des feuilles de créosote. Cela ralentit la transpiration. Le regard du duc s'abaissa sur la gauche, vers le paysage convulsé du bouclier. Aiguilles de rochers, taches jaunes et brunes marquées de crevasses. L'énorme muraille rocheuse semblait avoir été lancée depuis l'espace pour s'écraser là et y demeurer à jamais. Ils survolèrent une dépression où coulait une grise rivière de sable provenant d'un canyon ouvert au sud. Sur le rocher sombre, les doigts clairs du sable formaient comme un delta figé. Keynes, immobile, songeait à toute cette graisse pleine d'eau qu'il avait sentie sous les distils. Ils portaient des ceintures boucliers sous leurs robes, des tétaniseurs à charge lente à la taille, des émetteurs d'alerte minuscules accrochés au cou. Le duc et son fils avaient des couteaux fixés dans des étuis à leurs poignets, et ces étuis semblaient avoir bien servi. Ce qui frappait Keynes chez ces gens, c'était un étrange mélange de douceur et de puissance armée. Ils étaient totalement différents des Harkonnen.
Lorsque vous ferez votre rapport sur le changement à l'empereur, lui direz-vous que nous avons observé les règles ? Demanda Leto. Il s'était tourné pour regarder Keynes. Les Harkonnen sont partis. Vous êtes venus. Et tout est conforme ? Un muscle se raidit sur la mâchoire de Keynes, révélant une tension momentanée. En tant que planétologiste et arbitre du changement, je dépends directement de l'Imperium, monseigneur. Le duc eut un sombre sourire. Oui, mais nous connaissons tous deux les réalités. Dois-je vous rappeler que Sa Majesté soutient mes travaux ? Vraiment. Et quels sont-ils ? Dans le bref silence qui suivit, Paul songea. Il mène Keynes trop vite. Il regarda Alec, mais le guerrier baladin contemplait pour l'instant le paysage désolé. Bien entendu, dit Keynes, avec raideur. Vous faites allusion à mes travaux de planétologie. Bien entendu. Cela concerne surtout la biologie et la botanique des terrains secs, quelques recherches géologiques, des prélèvements d'échantillons test. On ne saurait épuiser toutes les possibilités qu'offre une planète. Faites-vous aussi des recherches sur l'épice ? Keynes fit face au duc et Paul remarqua la ligne plus dure de ses mâchoires. Voilà une curieuse question, monseigneur. N'oubliez pas, Keynes, que ceci est maintenant mon fief. Mes méthodes diffèrent de celles des Harkonnen. Je me soucie peu que vous étudiez l'épice pour autant que je partage vos découvertes. Son regard était fixe. Les Harkonnen n'encourageaient pas les recherches sur l'épice, n'est-ce pas ? Keynes ne répondit pas. Vous pouvez parler sans craindre pour votre vie, dit le duc. La cour impériale est certainement très loin, murmura le planétologiste. Et il songea. Qu'espère donc cet envahisseur tout gorgé d'eau ? Me croit-il assez stupide pour me mettre à son service ? Le duc eut un rire bref. Il avait reporté toute son attention sur le pilotage. Je décèle une certaine aigreur dans votre ton. Nous avons déferlé sur ce monde avec notre armée de tueurs, hein ? Et nous espérons vous faire admettre que nous sommes différents des Harkonnen. J'ai lu la propagande que vous avez déversée dans les sitches et les villages. Aimez, le bon duc, votre corps de... Prenez garde ! Aboya Alec. Il s'était soudain penché en avant, arraché à la contemplation du paysage. Paul posa une main sur son bras. « Gurney, dit le duc en se tournant pour le regarder. Cet homme a longtemps servi les Harkonnen. » Alec se rassit. « Bon. »« Votre homme, Awat, est très subtil, reprit Keynes. Mais ses intentions sont très évidentes. Nous ouvrirez-vous ses bases ? Demanda le duc. Elles sont la propriété de Sa Majesté, dit Keynes. Elles ne servent pas. Elles ne servent pas. Elles pourraient servir. Sa Majesté est-elle de cet avis ? Keynes le regarda durement. Arrakis pourrait être un Éden si ceux qui la régissent se préoccupaient d'autre chose que de l'épice. Il n'a pas répondu à ma question, se dit Leto, et il demanda « Comment pourrait-on faire un Éden de cette planète sans argent ?»« Mais qu'est donc l'argent, s'il ne vous achète pas les services qui vous sont nécessaires ?»« En voilà assez, » songea le duc. « Nous discuterons de tout cela une autre fois. Pour l'instant, je crois que nous approchons du bord du bouclier. Dois-je garder le même cap ? » ?»« Même cap, » murmura Keynes. Paul regarda dehors. Le sol crevassé s'abaissait par degrés vers une plaine de rochers nus qui s'achevait par une corniche acérée. Au-delà, les dunes étaient comme d'innombrables ongles alignés jusqu'à l'horizon. Ça et là, dans le lointain, apparaissait une tache claire, une macule sombre révélant autre chose que du sable. Des affleurements rocheux, peut-être. Dans cette atmosphère vibrante de chaleur, Paul ne pouvait en être certain. « Y a-t-il de la végétation au-dessous de nous ?» demanda-t-il. « Un peu, » répondit Keynes. « La vie à cette latitude est surtout représentée par ce que nous appelons les petits voleurs d'eau. Ils s'attaquent les uns les autres pour l'humidité, ils se repaissent des traces de rosée. Certains endroits du désert sont grouillants de vie. Mais toutes les créatures doivent apprendre à survivre dans les conditions rigoureuses du désert. Si vous trouviez là-bas, en bas, il vous faudrait imiter ces créatures ou mourir.
Vous voulez dire que je devrais voler l'eau des autres? Demanda Paul. Cette idée l'outrageait, et sa voix révélait son émotion. C'est bien ainsi que cela se passe, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Voyez-vous, mon climat exige une attitude particulière envers l'eau. Vous ne pensez qu'à l'eau, à chaque instant. Et vous ne gaspillez rien qui puisse receler de l'humidité. Mon climat, pensa le duc. 2 degrés plus au sud, monseigneur, dit Keynes. Un grain arrive de l'ouest. Le duc acquiesça. Il avait aperçu la vague de sable orangé. Il fit pivoter l'ornie et remarqua le reflet orange de la poussière sur les ailes des appareils d'escorte qui épousaient sa manœuvre. Cela devrait nous permettre de passer au large de la tempête, dit Keynes. Voler au milieu de ce sable doit être dangereux, remarqua Paul. Est-ce qu'il peut vraiment entamer les métaux les plus durs? À cette altitude, ce n'est pas du sable, mais seulement de la poussière. Les seuls dangers sont l'absence de visibilité, la turbulence et l'encrassage des commandes. Est-ce que nous verrons des mines d'épices aujourd'hui? Très probablement. Paul se tut. Il avait utilisé ces questions et son hyperperception pour se livrer à ce que sa mère appelait un enregistrement de la personne. Il avait Keynes maintenant. Il avait sa voix et chaque détail de son visage, de ses gestes. Un pli anormal dans la manche gauche de sa robe révélait en outre la présence d'un couteau. La taille était bizarrement renflée. On lui avait appris que les hommes du désert portaient une bourse de ceinture dans laquelle ils mettaient divers petits objets. Peut-être cela expliquait-il ce renflement, qui ne pouvait être dû à une ceinture bouclier. Une aiguille de cuivre portant l'image gravée d'un lièvre était piquée dans la robe de Keynes, près du cou. Une autre, plus petite, mais portant le même dessin, était visible sur le bord du capuchon, rabattu sur les épaules. À côté de Paul, Alex se pencha vers le compartiment arrière et y prit sa balisette. Keynes le regarda un instant, tandis qu'il accordait l'instrument, puis il reporta son attention sur le paysage. « Qu'aimeriez-vous entendre, jeune maître » demanda Gurney Halleck. « Choisis pour moi, Gurney. » Alex se pencha sur l'instrument, pinça une corde et se mit à chanter doucement. Nos pères vivaient de la manne du désert, en un pays brûlant où hurlaient les vents. Seigneur, sauvez-nous de cette affreuse terre. Sauvez-nous, oh oui, sauvez-nous, de la soif et du vent du désert. Keynes se retourna vers le duc. Vous voyagez avec bien peu de garde, monseigneur. Sont-ils tous doués de si nombreux talents? Comme Gurney, le duc sourit. Gurney est un cas particulier. Je l'apprécie pour ses yeux. Peu de choses leur échappent. Le planétologiste se rembrunit. Sans manquer une mesure, Halleck reprit. Car je suis comme un hibou sur cette terre. Oh oui, comme un hibou sur cette terre. Le duc tendit brusquement la main vers le tableau de bord, s'empara d'un micro, l'ouvrit d'un coup de pouce et lança « Escorte Gemma, objet volant à 9 heures dans le secteur B, identifiez-vous. » « Ce n'est qu'un oiseau, dit Keynes. Et il ajouta « Vous avez un regard perçant. » Le haut-parleur craqua, puis une voix répondit « Escorte Gemma, objet examiné avec grossissement maximal, c'est un grand oiseau. » Paul regarda dans la direction indiquée et distingua la minuscule tache lointaine qui bougeait par instants. Il prit conscience que tous les sens de son père étaient éveillés en état d'alerte. « J'ignorais qu'il existait des oiseaux de cette taille aussi loin dans le désert, » dit le duc. « C'est probablement un aigle, » fit Keynes. « De nombreuses créatures se sont adaptées à ces régions. » L'ornithoptère survolait à présent une plaine de rochers dénudés. Paul, 2000 mètres plus bas, discernait les ombres brisées des deux appareils. Le sol, vu de cette altitude, semblait plat, mais les ombres brisées disaient le contraire. « Quelqu'un a-t-il jamais réussi à échapper au désert ?» demanda le duc. Halleck cessa de jouer. Il se pencha en avant pour mieux saisir la réponse. « Jamais au désert profond, dit Keynes. Mais plusieurs fois,
Des hommes ont réussi à s'échapper de la zone secondaire. Ils n'ont réussi que parce qu'ils ont traversé les zones rocheuses où les vers s'aventurent rarement. Le timbre de la voix de Keynes retint l'attention de Paul. Il sentit ses sens s'éveiller, ainsi qu'il s'était entraîné. « Ah, les vers !» dit le duc. « Il faudrait que j'en voie un. »« Vous en verrez peut-être un aujourd'hui même. Là où il y a de l'épice, il y a des vers. »« Toujours ?» demanda Alec. « Toujours. » « Existe-t-il une relation entre le ver et l'épice ?» demanda le duc. Dans le mouvement que fit Keynes, Paul découvrit le pli de ses lèvres. Les vers défendent les sables à épices. Chacun d'eux a un territoire. Quant à l'épice, qui sait, les spécimens de vers que nous avons pu examiner jusqu'ici nous amènent à supposer l'existence d'échanges chimiques complexes entre eux. Des traces d'acide chlorhydrique ont été relevées dans les vaisseaux, et ailleurs on a détecté des acides plus complexes. Je puis vous confier la monographie que j'ai rédigée à ce sujet. « Et les boucliers sont impuissants ?» demanda le duc. « Les boucliers !» Keynes grimaça un sourire. « Il suffit d'activer un bouclier dans la zone où opère le ver pour sceller votre destin. Les vers alentours ignoreront les délimitations de territoire et ils viendront de très loin pour affronter le bouclier. Aucun homme muni d'un bouclier n'a jamais survécu à ce genre d'attaque. » Comment se comportent donc les vers capturés ? Le choc électrique à haut voltage appliqué à chaque anneau séparément est la seule façon que l'on connaisse de tuer un ver, dit Keynes. Il est possible de les étourdir et de les blesser par explosif, mais chaque anneau conserve en ce cas une vie propre. En dehors des atomiques, je ne connais aucun moyen de détruire un ver tout entier. Ils sont d'une résistance incroyable. « Pourquoi n'a-t-on fait aucun effort pour les éliminer ?» demanda Paul. « Cela coûterait trop cher, dit Keynes. Il y a trop de territoire à couvrir. » Paul se renfonça dans son coin. Son sens de la vérité, sa perception des tonalités lui disaient que Keynes mentait ou ne disait que des demi-vérités. Il pensa, s'il existe un rapport entre l'épice et les vers, en ce cas tuer les vers pourrait signifier la destruction de l'épice. Bientôt, dit le duc, nul n'aura plus à se risquer dans le désert. Il suffira de porter ces petits émetteurs autour du cou, et les secours arriveront dès qu'on les appellera. Tous nos hommes en seront équipés d'ici quelque temps. Nous mettons sur pied une équipe de secours spéciale. Très ingénieux, dit Keynes. Votre ton me laisse entendre que vous n'êtes pas d'accord. Pas d'accord ? Mais si, bien sûr. Mais cela ne sera pas de très grande utilité. L'électricité statique des vers des sables brouille la plupart des signaux. Les transmissions sont interrompues. On a déjà essayé cela, voyez-vous. Arrakis consomme beaucoup de matériel. Si un ver est à vos trousses, vous ne disposez que de bien peu de temps. En général, pas plus de 15 ou 20 minutes. « Et que conseillerez-vous » demanda le duc. « Vous me demandez conseil à moi ?»« Oui, en tant que planétologiste. Et vous suivriez mon conseil. » « Si je le jugeais sensé. »« Très bien, monseigneur. Alors, ne voyagez jamais seul. » Le duc détourna son attention des commandes. « Est-ce tout ?»« C'est tout. Ne voyagez jamais seul. »« Et si l'on se trouve isolé par une tempête et obligé de se poser ?» demanda Alec. « N'y a-t-il vraiment rien à faire ?»« Rien recouvre un territoire immense. »« Mais vous, que feriez-vous ?» demanda Paul. Keynes lui décocha un regard acéré. « Je me souviendrai de protéger avant tout mon distil. Dans une zone sans verre, dans des rochers, je resterai à proximité de mon appareil. Dans le sable, par contre, je m'en éloignerai aussi vite que possible. Une distance de 1000 mètres est suffisante. Puis je me cacherai sous ma robe, et le ver aurait l'appareil, mais pas moi. »« Ensuite ?» demanda Alec. Keynes haussa les épaules. « Ensuite, j'attendrai que le ver se décide à s'éloigner. »« C'est tout ?» s'exclama Paul. « Quand un ver s'est éloigné, on peut essayer de s'enfuir. Pour cela, il faut marcher doucement, éviter les sables tambours, les marées de poussière, et se diriger tout droit vers la zone rocheuse la plus proche. Il y en a beaucoup. Il est possible de s'en sortir comme cela. »
Les sables tambours, dit Alec. C'est un effet de la compression du sable. Le moindre pas les fait résonner et cela attire tous les vers aux alentours. Et les marées de poussière demanda le duc. Depuis des siècles, la poussière s'accumule dans les cuvettes et certaines sont si vastes qu'elles connaissent des courants et des marées qui engloutissent les imprudents. Alec se rassit, reprit sa balisette et chanta « Au désert chassent les bêtes sauvages, guettant l'audacieux solitaire qui défie les dieux du désert et recherche les périls. »